11 juillet 2019, Renancourt, aux environs d'Amiens. Il est 16h30, la chaleur commence à se faire moins oppressante et un agréable vent frais vient revivifier les organismes épuisés des archéologues. L'été se fait sentir, la journée a été longue et dure et ça fait déjà une semaine que l'équipe de fouilles attachée à l'INRAP explore ce site unique en France. La municipalité de la ville d'Amiens a lancé une campagne de travaux d'aménagement urbain en 2014, mais au préalable, comme l'exige maintenant la loi, une équipe de fouilles étudie le terrain pour relever des traces potentielles d'une ancienne activité humaine. En bref, savoir si ce site ne renferme pas de vestiges archéologiques. L'endroit en question ne paye pas de mine et à première vue, mais ne semble offrir pas grand intérêt. Et pourtant, la Terre conserve dans ses entrailles, vous le savez, un site exceptionnel, un campement de chasseurs-cueilleurs paléolithiques vieux de 27 000 ans ici. L'équipe de fouilles l'a rapidement appelé la Pompéi du Paléolithique, car le temps semble s'y être arrêté. Tous les objets utilisés par les anciens occupants des lieux sont restés en place, là où ils ont été déposés. En clair, un site à préserver de toute urgence. Les plans d'urbanisme sont modifiés, les fouilles peuvent continuer. Le campement livre progressivement ses secrets. Mais il gardait encore précieusement tout au fond de ses entrailles un véritable trésor. Tout à coup, la pioche d'une jeune étudiante touche un objet dur. Elle le dégage délicatement du sol, la prend entre les mains, l'observe et appelle aussitôt le responsable des fouilles. « Monsieur Paris, venez, j'ai trouvé quelque chose, je crois que c'est important. » Le jeune chercheur, Clément Paris, accourt immédiatement et quand ses yeux se posent sur l'objet que brandit l'étudiante, il manque de défaillir. Quelque chose d'important. Le mot est faible, c'est merveilleux, c'est exceptionnel, parce que l'objet qui surgit comme ça des sables de Picardie n'est autre qu'une de ces figurines féminines que les préhistoriens du 19e siècle ont surnommées Vénus. Celle-ci, haute de 6 cm, est réalisée entièrement en craie. Une Vénus, une première en France depuis plus de 60 ans. Le jeune chercheur peine à contenir son émotion et sa joie, mais il n'a pas encore tout vu. Ce campement cache une autre surprise. Un atelier de fabrication de Vénus, carrément, renfermant encore une quinzaine de statuettes terminées, inachevées ou simplement ébauchées. C'est unique, c'est spectaculaire, c'est exceptionnel. Les archéologues viennent de faire une entrée fracassante au temps de l'ère glaciaire, dans la période du Gravétien, qui s'étend de 28 000 à 22 000 ans. Clément Paris n'arrive pas à détacher son regard de la statuette. Il l'admire et il ne peut s'empêcher de penser non pas aux hommes préhistoriques, mais à toutes les femmes du Paléolithique qui, par le biais de cette Vénus, se retrouvent sur le devant de la scène. Mais qui étaient-elles, ces femmes de la préhistoire ? Des créatures fragiles, harcelées par une ribambelle d'enfants et soumises à la toute-puissance du chasseur ? Ou au contraire, des femmes libres, fortes et pleinement intégrées dans le clan ? La question mérite d'être posée. La préhistoire s'est longtemps effectivement écrite au masculin. Devenue une discipline à part entière autour de 1860, elle était censée représenter un mode de vie originel et immuable, celui de la société occidentale du XIXe siècle. La femme préhistorique a alors été négligée, oubliée. Les préhistoriens, uniquement des hommes, imaginaient la femme préhistorique comme une créature sans défense, effrayée, placée sous la protection et la domination d'hommes chasseurs, musclés, surpuissants et virils. Madame Sapiens, c'est la nouvelle émission de Timeline, 5000 ans d'histoire. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Lorsque la fin du XIXe siècle voit apparaître les voluptueuses statuettes féminines, les archéologues ne voient en elles que des figures de la déesse de la fertilité. Leur forme généreuse, leurs seins surdéveloppés, la vulve bien visible ont nourri nombre de fantasmes, vous l'imaginez. La femme a été naturellement oubliée du grand livre de la préhistoire. Réduite au rang d'éternelle mineure, la femme pécheresse était considérée par les hommes de la Troisième République comme dangereuse, pernicieuse. Cette créature diabolique devait être étroitement surveillée de sa naissance à sa mort, passant successivement de la tutelle de son père, de son mari et de ses fils.
Les premiers préhistoriens sont alors persuadés que le monde fonctionnait déjà de cette manière au temps de nos ancêtres. Dans la société du 19e siècle, les choses sont claires, elles sont nettes, la femme reste à la maison. Ce sont les hommes qui jouent un rôle économique et social important, donc tout naturellement, on a pensé qu'il en allait de même au Paléolithique. L'homme chasseur qui fait avancer l'humanité grâce à la chasse de grands mammifères, tandis que la femme, gardienne du foyer, s'occupe fatalement des enfants. Les représentations muséales, les représentations ludiques également diffusent les préjugés du moment et contribuent forcément à médiatiser ces idées réductrices. Au moment de l'exposition universelle qui se tient à Paris en 1889, vous avez 32 millions de visiteurs qui peuvent admirer un stupéfiant et même effarant, je dirais, diorama soi-disant réaliste. Le célèbre homme de Cro-Magnon se retrouve entouré de deux femmes, certes ravissantes, aux allures de mannequins et habillées d'une simple jupette, laissant leur poitrine offerte au regard de tous. Les artistes pompiers, détenteurs du bon goût de l'art officiel, s'emparent du sujet et des clichés répandus par les chercheurs. Dans les années 1880, la scène de vie préhistorique devient un genre à la mode. Les tableaux à l'huile de grande taille offrent alors une vision misérabiliste des communautés humaines du passé. Des personnages simiesques, affublés forcément de haillons, se blottissent les uns contre les autres et luttent pour leur survie. Dans ces scènes de vie quotidienne, la femme est représentée comme craintive, soumise à la protection masculine pour sa subsistance et elle regarde son protecteur avec un regard souvent admiratif ou alors suppliant, le plus souvent assailli par une ribambelle, je le disais tout à l'heure, d'enfants qui embarrassent ses mouvements et la cantonnent à la sphère domestique. Les artistes veulent transmettre les valeurs de la bourgeoisie de l'époque, la femme au foyer et la mère aimante. Les artistes académiques marquent durablement l'esprit du grand public. On va citer notamment La chasse préhistorique ou Les deux mères de Léon-Maxime Fèvre et Rapt à l'âge de pierre de Paul Jamin. Ces images s'imposent en fait dans l'imaginaire des cinéastes jusqu'à forger des scénarios stéréotypés des films du XXe siècle. Par exemple, le long métrage de Buster Keaton, Les Trois âges, qui sort en 1923, ouvre le bal des clichés populaires sur la femme de la préhistoire, même si le propos évidemment est ironique et critique à l'égard des mentalités des hommes de son temps. La femme, alors, y apparaît frêle, trop maquillée, bien sûr, habillée d'une simple peau de bête, et se laisse traîner carrément par les cheveux dans sa grotte comme du bétail ou un simple objet. En 1950, la femme devient blonde peroxydée, sensuel objet du désir, peu vêtue toujours, régulièrement sexualisée. Le summum, alors, est incarné par le mannequin et sexe symbole Raquel Welch dans le film 1 million d'années avant Jésus-Christ de Don Chaffee, qui est sorti en 1966. L'érotisation de la femme préhistorique y est poussée à son paroxysme. Mais vous l'avez compris, dans ces films, le héros est un homme surpuissant et bien viril, et les comédiennes sont choisies selon les critères de beauté du moment. Voilà l'image que des générations et des générations ont ingérée dès l'enfance. Une femme préhistorique à moitié nue, entourée d'enfants donc, qui attend dans la grotte, j'ai l'air d'insister, l'air inquiet ou apeuré le retour des chasseurs. Proie idéale des hommes, elle est reléguée aux tâches reproductrices, maternelles et domestiques, considérées comme subalternes, tandis que les activités forcément masculines sont dites nobles et sont mises en avant, chasse, pêche, taille des outils et des armes, etc. Il s'agit donc bien du modèle de la famille occidentale, je répète, du 19e siècle, un modèle nucléaire, monogame et patriarcal. Et on ne compte plus les docu-fictions ou les documentaires qui sont censés être fidèles à la réalité et qui se conforment toujours à cette vision. Ils enracinent, si vous voulez, l'idée que les femmes n'ont joué aucun rôle dans l'évolution technique et culturelle de l'humanité. Cette vision se révèle peu réaliste en réalité par rapport aux connaissances scientifiques actuelles sur le sujet. Il manquait du coup un portrait rigoureux qui s'appuierait sur les sources archéologiques, tout en tenant compte des données ethnographiques. Je vais y revenir. Deux hommes, Thomas Siroto et Éric Pincas, aidés de Sophie de Beaune, professeure à l'université Jean Moulin Lyon 3, se sont lancés dans une véritable enquête, c'est vraiment le mot, pour démêler le vrai du faux et pour rendre à la femme préhistorique sa véritable place, en tout cas la place la plus juste possible, dans l'aventure de l'humanité.
Leur méthode, étudier tous les indices archéologiques, qu'ils soient directs ou indirects, qui peuvent nous renseigner sur la place des femmes dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Ils s'intéressent aux ossements humains, aux objets qui accompagnent les défunts dans la tombe, les empreintes, qu'elles soient par exemple des empreintes de pas qui sont laissées fortuitement dans les grottes, les mains également appliquées sur les parois et les vestiges matériels des activités techniques. Et se dévoile alors, devant nos yeux, un portrait saisissant, surprenant, voire même déroutant, par rapport à tout ce que je vous ai raconté, de la femme de la préhistoire, que nos enquêteurs ont surnommée Lady Sapiens, et que j'ai surnommé moi Madame Sapiens. Les résultats ont été présentés dans un ouvrage complet, clair et précis, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais donc j'y reviens, Lady Sapiens, enquête sur la femme au temps de la préhistoire. Alors, première question, forcément qui nous brûle tous les lèvres, à quoi ressemblait donc Lady Sapiens ? En 1868, une sépulture est mise au jour sur le site de Cro-Magnon, dans la vallée de la Vézère. On est en Dordogne, en France. Datée de 27 680 ans, c'est très précis, elle renferme les corps d'un homme et d'une femme. Mais curieusement, seule la dépouille masculine est mise sur le devant de la scène. Et on ne parle alors plus que d'homme de Cro-Magnon. Le défunt, enterré avec des armes de chasse, des ossements de gibier, des outils de pierre taillée, est naturellement considéré comme le propriétaire officiel de la tombe. Et personne ne se préoccupe de la présence du corps féminin à côté de lui. Heureusement, près de 150 ans plus tard, les scientifiques commencent enfin à se pencher sur le rôle de la femme dans les sociétés paléolithiques. Première question, comment différencier déjà le squelette d'un homme et de celui d'une femme? Grâce au bassin, vous allez me dire. Ouais, en réalité, oui, mais c'est pas si simple. Pour reconnaître un squelette féminin, les premiers préhistoriens se sont centrés en fait sur le crâne. Le volume étant proportionnel à la dimension du squelette, le crâne d'une femme devait être forcément plus petit que celui d'un homme. Sauf que ça, c'est une erreur. Cette vision correspond en réalité à ce qu'on appelle le dimorphisme crânien des populations modernes. Celui des humains du paléolithique est très mal connu en vérité. Le squelette d'une femme préhistorique n'est pas tout à fait le même que celui d'une femme du XXIe siècle. C'est une histoire d'évolution. Merci Darwin, vous allez me dire. Et beaucoup de crânes grands et épais ont été pris comme ça pour ceux d'individus masculins, alors qu'en fait, ils étaient féminins. Il y a, vous l'avez sûrement pensé, c'est vrai, la forme du bassin, comme je disais tout à l'heure, on appelle aussi l'os coxal, à cause du coccyx. Celui de l'homme est haut, étroit, affûté pour la marche, alors que celui de la femme est évasé et il aménage un espace circulaire en son centre pour faciliter le passage du bébé. Et en fait, le résultat est fiable à 98% quand même, parce que cet os est fin, fragile et il devient friable avec le temps. Résultat, il tombe en poussière lorsqu'on tente de le manipuler. Identifier les hommes et les femmes dans les sépultures, vous comprenez que c'est pas si facile que ça. Pourtant, dans certains cas, le diagnostic est sans appel. L'exemple d'Ostuni, dans les Pouilles, en Italie, est unique au monde. Une grotte de Santa Maria di Agnano abrite une sépulture gravétienne datée de 24 410 ans, dans laquelle repose le squelette d'une femme et dans le bassin, celui d'un fœtus. La découverte, évidemment, a fait sensation parce que c'est la première fois qu'est exhumé le squelette d'une femme enceinte. On l'a compris, le diagnostic du sexe de restes humains paléolithiques demeure souvent difficile en raison du fait de l'absence de référentiels fiables. Le nombre de squelettes datant du paléolithique, d'ailleurs, est assez réduit. La grande majorité présente une stature élevée et des os robustes. Ils ont donc été immédiatement attribués à des hommes, parce qu'ils correspondaient encore une fois à l'idée que s'en faisaient les premiers préhistoriens. Mais personne ne s'est donné la peine de s'interroger sur l'absence des femmes. Les objets associés aux défunts jouent également un rôle dans l'attribution du sexe. La communauté scientifique supposait encore il y a peu de temps que seuls les individus masculins avaient droit à un rituel funéraire sophistiqué. Les squelettes richement parés étaient instantanément attribués à des individus masculins. Les recherches récentes ont poussé les archéologues à réévaluer certaines thèses de leurs prédécesseurs et certains squelettes ont eu droit carrément à un véritable changement de sexe.
L'exemple le plus connu est celui d'un corps découvert dans la grotte du Cavillon à la frontière italienne. La richesse du mobilier funéraire ne laissait aucun doute, évidemment, il s'agissait d'un homme. Or, l'examen du bassin est formel. Il s'agit du squelette d'une femme. Surnommé à l'origine l'homme de Menton, le défunt a donc été rebaptisé la Dame du Cavillon. Une équipe de recherche franco-africaine du laboratoire universitaire de Toulouse 3 a trouvé une solution inédite et imparable. Chaque crâne possède une sorte de rocher placé derrière l'oreille qui est indispensable à l'audition. En utilisant des rayons X, il est possible de voir à l'intérieur du crâne. Et il est possible d'obtenir un moulage en 3D d'un organe disparu, ce qu'on appelle la cochlée ou l'oreille interne. Mesurant à peine 1 cm, sa forme spiralée est unique à chaque individu, comme les empreintes digitales. Et mieux encore, sa forme diffère selon le sexe de l'individu. La reconstitution donc de la cochlée, obtenue par microtomographie, est d'une précision extraordinaire et dévoile que la perception des hautes fréquences est plus précise chez la femme que chez l'homme. Elle permet donc de déterminer le sexe d'un individu, même immature, c'est-à-dire âgé de moins de 18 ans. Son taux de fiabilité est aussi impressionnant, 95% de réussite sur les restes de nouveau-nés. Cette nouvelle technique présente aussi plusieurs avantages. Elle s'appuie sur la boîte crânienne, qui est la partie du squelette qui se conserve en fait le mieux. Elle est peu onéreuse et ne nécessite pas la destruction des restes osseux. Deuxième question. Quelle était maintenant l'apparence de la femme préhistorique ? L'analyse des ossements révèle bon nombre d'informations sur la vie d'un individu. Les carences alimentaires, l'utilisation prolongée de certains muscles, le nombre de grossesses chez les femmes, etc., etc. Les os se modèlent sans arrêt pour s'adapter à nos mouvements et à nos besoins. La robustesse du squelette révèle une activité physique intense. Pas étonnant. Les hommes et les femmes du Paléolithique étaient des nomades qui parcouraient de longues distances en suivant les troupeaux de gibier, en portant sur leur dos et leurs épaules leurs tentes et leurs outils. Le corps s'est donc adapté pour supporter le poids du fardeau et la difficulté du trajet. Celui des hommes, mais aussi celui des femmes. Elles pratiquaient de nombreuses activités physiques pour procurer de la nourriture à leur groupe. Elles avaient donc le physique d'un athlète de haut niveau, robuste, endurant et musclé. La viande de gibier, étant une viande maigre, elle ne permet pas de stocker des surplus de masse graisseuse. Les femmes préhistoriques ne ressemblaient donc en rien au célèbre Vénus. Sa physionomie est en fait le résultat de nombreux métissages. Au cours de son avancée hors d'Afrique, Homo sapiens s'est mélangé avec plusieurs espèces cousines, dont Néandertal, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Ce métissage génétique lui a permis de renforcer son système immunitaire contre le froid. En outre, il a conservé jusqu'au néolithique, donc de 40 000 à 6 000 ans, la peau foncée qu'il possédait sur le sol africain. Effectivement, une peau sombre protège l'épiderme contre le rayonnement trop intense du soleil, pas si méchant quand on n'en abuse pas évidemment, puisqu'il permet la synthèse de vitamine D. Et en arrivant sur le sol européen, Homo sapiens a découvert un rayonnement solaire beaucoup moins intense et donc moins propice à la synthèse de vitamine D. Toutefois, il a trouvé une solution par la chasse, car son régime alimentaire basé sur la viande, la moelle osseuse et la graisse animale comble du coup ce manque en vitamine D. Les protéines animales ont retardé la décoloration. Elle ne commence en réalité qu'au néolithique, quand l'homme privilégie les céréales et les végétaux moins riches en vitamine D. Pour la synthétiser, la peau s'est éclaircie pour accueillir au mieux les rayons du soleil. Le portrait donc de la femme de la préhistoire commence de plus en plus à se dessiner, le portrait robot. Elle est grande, elle est robuste, elle est musclée, ça on l'a vu. Elle a la peau sombre et les cheveux crépus. On est donc extrêmement loin du mannequin blanc aux cheveux blonds du 19e siècle, fin, petit, fragile et apeuré. Et vous allez voir, c'est pas fini. Il y a encore plus incroyable. La paléogénétique a mis en évidence sur les ossements humains d'Europe de l'Ouest la présence du gène HERC2 qui donne
des yeux bleus. Oui, vous avez bien entendu, des yeux bleus. Cette teinte n'apporte évidemment, je dis évidemment, c'est pas si évident que ça, mais cette teinte n'apporte aucun avantage en termes de sélection naturelle. Il s'agit en fait d'une sélection sexuelle, choisie par l'être humain. Peut-être trouvait-il les partenaires aux yeux bleus plus attirants que d'autres, ça on ne peut pas le savoir. En tout cas, ce sont eux qui ont eu le plus de descendants, entraînant une propagation du gène des yeux bleus parmi les populations paléolithiques. Eh bien la voilà, Lady Sapiens, élancée à la musculature puissante, à la peau noire, les cheveux crépus et le regard bleu azur. Contrairement à l'image donc que l'on s'en fait, l'Homo sapiens n'est pas un homme sauvage, simplement vêtu d'une peau de bête. C'est un individu élégant, doté d'un goût prononcé pour les ornements raffinés, et puis il en va de même pour sa compagne qui, comme lui, prenait soin de son corps et de son apparence. Le vêtement joue un rôle d'ailleurs essentiel dans la vie de nos ancêtres. D'une part, il est une protection, évidemment, contre les agressions extérieures, comme le froid, et d'autre part, il affirme l'appartenance à un groupe humain particulier et la place que l'on occupe dans le clan. Et oui, déjà, on ne portait pas des Stan Smith, etc., mais déjà, l'habit faisait le moine, si vous voulez. Les vêtements fastueusement ornés témoignent d'un statut privilégié. L'homme du Paléolithique montre une appétence particulière pour les parures rares et délicates, comme le montre l'impressionnante diversité des bijoux retrouvés dans les tombes. Alignement de coquillages, bagues, bracelets en ivoire de mammouth, boucles d'oreilles, etc., etc. L'Italie, d'ailleurs, regorge de grottes qui ont servi de dernière demeure à ces individus pour le moins coquets. Le défunt de la grotte de Bausso da Torre avait une dent d'ours fendue en deux à côté de son oreille, ce qui laisse penser qu'il s'agissait à l'origine d'une boucle d'oreille. Celui de Barma Grande portait un rang de perles autour du cou. Quant à la fameuse dame du Cavillon dont je parlais tout à l'heure, elle portait à la jambe des bracelets constitués de rangs de coquillages qu'on appelle des cyclopes. Les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique aiment énormément les coquillages, il faut le savoir. Les archéologues en ont découvert un très grand nombre dans les sépultures, de tailles, de formes et d'espèces variées. Certains ont même subi un changement d'aspect, soit recouverts d'ocre, soit noircis par le feu. Les canines de cervidés, qu'on appelle les craches, sont également très recherchées. Les premiers bijoutiers aiment les orner de croix, de chevrons ou de stries. Or, l'Europe du Paléolithique supérieur est recouverte de steppes et de toundra à cause des températures froides. Les cerfs n'évoluent pas dans cet environnement, préférant les forêts des climats tempérés. Et oui, vous avez compris, les craches viennent donc de loin, ce qui en fait des produits de luxe et de prestige. Elles sont pourtant très demandées. Certains artisans n'hésitent pas à réaliser des imitations dans de l'os ou de l'ivoire, et c'est comme ça que naissent les premières contrefaçons de l'histoire de l'humanité. Les habitants des côtes de la Méditerranée préfèrent les coquillages, les oursins ou les vertèbres de poissons, des articles évidemment facilement trouvables sur place. On observe pourtant des goûts régionaux pour des bijoux en matière première, on va dire étrangères, qui viennent de plus loin. Par exemple, les habitants de l'Est de l'Europe raffolent de pendentifs de canines de loup ou de renard, des animaux qu'on trouve dans la région. Mais ils apprécient aussi les coquillages de forme allongée. Et dans le sud-ouest de la France, on aime les craches de cerf et les coquillages globuleux. Les vêtements et les bijoux ne sont pas les seuls ornements dont disposent les Homo sapiens pour se parer et plaire à l'autre. Ils recouvrent aussi leur épiderme de peinture corporelle à l'ocre rouge. Dans la grotte du Porc-Épic en Éthiopie, des archéologues ont mis au jour des bâtonnets d'ocre rouge dont les facettes montraient des signes d'abrasement sur des meules de formes et de tailles différentes. La petite quantité qui était obtenue par ce procédé montre que ces bâtonnets servaient à obtenir une fine poudre utilisée ensuite comme peinture corporelle. Si l'ocre est fréquemment employé pour ses propriétés abrasives, ça permet de tanner le cuir des peaux animales, ça empêche également leur pourrissement, ça facilite l'enlèvement des matières organiques résiduelles, il protège aussi la peau du fort rayonnement du soleil et empêche les piqûres d'insectes, je vous le dis au cas où. Les paléolithiques n'hésitent pas à aller chercher ce matériau précieux à plus de 50 km de leur campement.
Nos ancêtres sont donc des tatoueurs hors pair. Des pointes de roches volcaniques ont aussi été découvertes en Mélanésie, c'est des îles du Pacifique au nord-est de l'Australie. Elles sont datées d'environ 4000 ans et servaient à faire pénétrer le pigment sous la peau. Certaines statuettes présentent même des scarifications qui ont été interprétées comme des tatouages. L'Homo sapiens prend soin de sa peau, barrière principale contre les agressions extérieures et vecteur de synthèse de la vitamine D. Elle est également un élément de communication entre les êtres. Mais alors, comment l'entretiennent-ils ? En usant de baumes hydratants, avec des masques nourrissants ? C'est une hypothèse, figurez-vous, mais aucun indice archéologique ne peut le confirmer. Pour la protéger, l'homme paléolithique se dote d'une autre arme, le vêtement, j'en parlais tout à l'heure. Les plus anciens connus ont été exhumés en Chine et en Sibérie et datent d'environ 40 000 ans. Qui dit vêtements dit couture, et qui dit couture dit aiguille à chat, inventée en même temps. Si les premiers poinçons en os ont été trouvés à Blombos, en Afrique, et datés de 80 000 ans, l'apparition de l'aiguille à chat marque un tournant dans la vie de nos ancêtres. Ce qui peut paraître insignifiant à beaucoup, moi le premier, en tout cas, je peux vous dire que c'est tout à fait capital, parce que ça apporte esthétisme et efficacité. Les peaux animales sont raclées ou épilées, ce qui donne des vêtements chauds, protégeant le corps contre les basses températures. Le tannage imperméabilise le cuir et l'empêche de moisir. On utilise à cet effet l'ocre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi le manganèse et la craie. Certains utilisent des peaux de lièvre, des renards ou des écureuils pour apporter des nuances de couleur aux vêtements, tout en renforçant l'étanchéité au niveau des poignets et de la capuche. Et pendant les périodes plus chaudes, les paléolithiques revêtent des habits confectionnés en matière végétale. Quant à la tête, elle est recouverte d'une coiffe comme celle de la dame du Cavillon, constituée de 200 coquillages et de 22 craches de cerf ocrées et enfilées dans le maillage de ficelles en fibres végétales, en tendons d'animal ou en lanières de cuir. L'ornement constitue un langage visuel, comme je vous disais, manifestant des paramètres sociaux et même économiques. Il affirme déjà le statut social de l'individu et son appartenance à un groupe déterminé. Même le corps est modifié pour intégrer la parure. Les oreilles et les lèvres sont percées pour accueillir des boucles et les premiers piercings. Grâce à l'ornement, on reconnaît au premier coup d'œil le chef, le chaman, un adolescent en cours d'initiation, une femme en recherche de partenaire, un couple, une mère ou une femme ménopausée. C'est finalement pas très différent d'aujourd'hui. Il concerne les hommes, les femmes et les enfants. Et s'il est un marqueur hiérarchique, il témoigne aussi d'un goût pour le beau et d'un désir de séduction, il n'y a pas de raison. Prendre soin de son apparence est donc un bon moyen de séduire l'autre et de trouver son partenaire. Les hommes et les femmes du Paléolithique n'ont que l'embarras du choix. Les chercheurs estiment que 150 000 individus environ se répartissent à cette période sur un immense territoire, le même qu'aujourd'hui quasiment. Il existe des lieux de rassemblement comme à Gunnersdorf en Allemagne où plusieurs groupes humains d'origines diverses se rencontrent et se mélangent. Certaines gravures permettent de connaître l'origine même des individus. L'une d'elles, par exemple, est ornée de figures de mammouths, de phoques et de morses, preuve que certaines tribus viennent de très loin, de régions polaires. D'autres montrent des femmes qui dansent, sautent et exécutent des farandoles. Les danses font déjà partie de la vie des groupes du Paléolithique. Elles interviennent lors des grandes occasions de la vie collective, comme le soulignent les recherches de l'ethnoarchéologie, l'étude des tribus du passé qui avance des hypothèses grâce à sa collègue, l'ethnologie, qui, elle, s'intéresse aux groupes de chasseurs-cueilleurs actuels. L'observation de leurs fonctionnements sociaux fournit des outils d'analyse pour aborder les sociétés de la préhistoire, notamment en ce qui concerne le rôle des femmes ainsi que les liens existants entre les activités et leurs conséquences matérielles. Les préhistoriens peuvent ensuite interpréter par déduction, si vous voulez, les données archéologiques. L'ethnologie permet comme ça de structurer la méthodologie archéologique. Il s'agit en fait d'observer et de décrire un phénomène social, son mécanisme et son expression matérielle. Par exemple, l'existence d'une hiérarchie définie fondée sur les chasseurs, les artisans ou les forgerons,
comment fonctionne cette hiérarchie et comment elle se perpétue dans le temps. On en apprend également plus sur le concept de transmission des savoirs et des valeurs qui permettent la survie du clan. L'étude ethnologique révèle que les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles sont basées sur la chasse et la cueillette. Bon, ça, c'est pas une découverte. Elle met quand même en lumière le fonctionnement des relations propres à une société et les manières concrètes d'organiser les relations entre les individus, notamment entre les hommes et les femmes. Elle permet également de comprendre les processus liés à la subsistance et à la reproduction et comment justement ces sociétés s'adaptent à leur environnement. Dans le cas qui nous intéresse, l'ethnologie révèle l'importance des femmes dans les sociétés traditionnelles et l'effet des différentes activités sur les corps masculins et féminins. Du coup, c'est un moyen d'analyser les rôles respectifs des hommes et des femmes dans les sociétés préhistoriques à partir de l'archéologie elle-même et de mieux comprendre les modes de vie des populations du Paléolithique. Elle offre de nouveaux horizons interprétatifs qui écartent les visions et les clichés des sociétés contemporaines occidentales en faisant le lien entre les données ethnographiques et les données archéologiques. Alors attention, ces données sont toujours à analyser avec une extrême prudence parce qu'elles concernent des populations certes proches de celles des sociétés paléolithiques, mais qui en fait ne sont pas isolées. Elles peuvent entretenir des contacts avec des populations dotées de moyens techniques et de subsistance différents des leurs. On est d'accord, il ne s'agit pas de fossiles vivants, ce sont des hommes modernes, pas des hommes préhistoriques. Alors, à l'époque, comment vivent-ils ensemble ? On se rend compte que les mariages entre individus permettent de créer des alliances. Les populations du Paléolithique semblent connaître les dangers de la consanguinité parce que l'étude de l'ADN des squelettes de cette période montre qu'il n'existe pas de mariage incestueux. L'ADN révèle la parenté des restes osseux dans une même sépulture et ainsi la circulation des traces génétiques. On peut les voir, on peut les suivre. Les préhistoriens savent donc déceler les résidences, c'est-à-dire les couples formés d'un homme et d'une femme issus de deux lieux différents. Et elle est de deux sortes. Patrilocale, quand la femme part vivre dans la résidence de son époux, ou matrilocale, si c'est l'homme qui s'installe chez son épouse. Et ils analysent pour ça la diversité des chromosomes Y transmis par l'homme et de l'ADN mitochondrial transmis par la femme. Et malheureusement, les sépultures multiples contenant plusieurs squelettes sont rares et l'ADN est souvent trop dégradé pour qu'il soit possible d'en récupérer les données. L'étude de l'ADN permet également d'établir les filiations et savoir si elles sont patrilinéaires lorsque les enfants appartiennent au groupe de filiation de leur père, ou si elles sont matrilinéaires quand les enfants appartiennent au groupe de filiation de leur mère, vous l'aviez compris. On peut comme ça retrouver les lignages, les clans, et même l'ancêtre paternel ou maternel commun, ce qui est quand même extraordinaire. La filiation laisse une trace dans la distribution, là je vais aller dans le détail, la filiation laisse une trace en fait dans la distribution de la diversité des chromosomes Y ou ADN mitochondrial. Pour la retracer, il faut extraire les données du chromosome Y et de l'ADN mitochondrial de suffisamment d'individus d'une même population, ce qui est évidemment pas chose facile, l'ADN est toujours très endommagé. Les résultats révèlent une organisation patrilinéaire en Europe de l'Ouest, au Néolithique et en Pologne. Ils montrent que les sociétés du Néolithique et de l'âge du bronze sont majoritairement patrilinéaires. Alors il faut quand même aborder une autre grande question essentielle, toujours, quelles que soient les époques, le sexe. Les nouvelles recherches sur la femme préhistorique offrent de nouvelles données pour écrire une histoire sensuelle et intime de nos ancêtres. L'étude de l'ADN révèle un brassage génétique assez homogène qui montre que les sociétés paléolithiques échangent autant de femmes que d'hommes. Peut-être même que la femme est carrément libre de choisir son partenaire. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs connaissent au moins de façon, on va dire, empirique, les lois du sang et les dangers de la consanguinité. Il faut donc échanger des hommes et des femmes issus de groupes humains différents pour éviter les maladies génétiques. Ce qui ne doit pas être facile vu qu'ils sont, encore une fois, moins de 200 000. Et les mariages sont l'occasion de sceller des alliances entre groupes humains différents.
L'ADN révèle que des unions ont été constituées entre groupes humains éloignés géographiquement, scellant comme ça des alliances économiques et politiques sur de longues distances. Et il semble que ce soit surtout les femmes qui partent vivre dans le clan de leur partenaire. De cette manière, elle diffuse à son nouveau groupe les savoir-faire et les croyances de son groupe d'origine. Elle favorise les progrès et les améliorations techniques. Donc la femme préhistorique est une source de richesse génétique et culturelle. Mais peut-on imaginer une rencontre entre un homme et une femme sans affection, sans amour ? Eh bien, en réalité, les comportements humains utilisés pour montrer l'affection ne laissent, vous pouvez comprendre, bien sûr, pas de traces archéologiques. Pourtant, encore une fois, c'est l'ethnologie qui va nous montrer qu'il n'y a pas de survie sans affection. Même les animaux, d'ailleurs, entre eux, échangent des gestes tendres. Ils se prennent dans les bras, se donnent des baisers. Les stratégies de séduction varient aussi selon les groupes humains. Par exemple, l'échange de baisers semble être largement répandu dans nos sociétés actuelles. On peut donc imaginer qu'il l'était aussi dans les sociétés paléolithiques, sans toutefois être en mesure, encore une fois, de l'affirmer avec certitude. Une chercheuse américaine de l'Université du Michigan s'est intéressée au baiser. Et elle s'est rendue compte qu'il n'était pas seulement culturel, il est aussi physiologique. Et effectivement, il sécréterait de la dopamine, de l'ocytocine, qu'on appelle aussi l'hormone de l'attachement, de la sérotonine et de l'adrénaline. Vous avez là un sacré cocktail explosif. Il augmente la sensation de bien-être et il lie les deux partenaires de manière durable. Les anthropologues ont compris que les liens durables entre les êtres dépendent de la pratique des gestes d'affection. Oui, tout ça n'est pas nouveau. Vous savez, quand on prive aujourd'hui un enfant de l'affection de sa mère au moment de la naissance, on sait que ça peut avoir des répercussions plus tard. Eh bien, tout ça est très varié selon les groupes humains, bien sûr, mais il semble que ce soit la bouche qui attire plus que d'autres parties du visage, peut-être parce que c'est la plus sensible. C'est aussi le premier moyen d'explorer le monde, surtout pour un bébé. Et figurez-vous que la bouche d'une femme en dit long sur sa capacité de reproductrice. Elle apparaît comme un véritable baromètre hormonal compréhensible par l'homme. Ses formes rebondies trahissent un fort taux d'œstrogène et la font ressembler à une vulve. Le site de Bocairo, situé au cœur du parc national de la Sierra de Capivara au Brésil, conserve une trace unique à ce jour des pratiques d'affection de nos ancêtres. Sur l'une des parois d'une grotte, vous avez deux personnages de profil, un plus petit que l'autre, qui tendent leur visage l'un vers l'autre et échangent le baiser le plus long de toute l'histoire de l'humanité, puisqu'il dure depuis 15 000 ans. Alors après les baisers, les partenaires passent à une activité plus intime, je dirais, mais essentielle bien sûr à la survie du groupe, la sexualité. Au vu du nombre considérable de représentations de vulves sur les parois des grottes, et oui, effectivement, il semble certain qu'elles jouent un rôle important dans le quotidien et l'univers mental des préhistoriques. Et plein de questions se posent alors, et j'imagine que vous vous les posez aussi. Comment est-ce qu'on peut interpréter tous ces dessins ? Est-ce qu'ils marquent le respect que nos ancêtres portaient aux femmes ? Sont-ils des images censées agir de manière positive sur l'issue de la chasse ? Est-ce que ce sont des symboles de fertilité ? Est-ce que c'est des images magiques pour favoriser la reproduction ? Est-ce que c'est tout simplement pas le YouPorn préhistorique ? Tout ça, c'est difficile à savoir. Les vulves ne sont pas les seuls témoignages de l'activité sexuelle des paléolithiques. Vous avez des plaquettes gravées qui sont retrouvées dans les grottes d'Anlen en Ariège et de la Marche dans la Vienne, qui sont ornées de scènes on ne peut plus explicites. Sur l'une d'elles, deux corps gravés sont superposés, ployés vers l'avant, surpris comme ça, en pleine levrette. Sur une autre, des silhouettes féminines schématiques sont inclinées vers l'avant, interprétées comme des femmes offertes à leurs partenaires. Sur une autre, figure un couple debout, étroitement enlacé. Leur interprétation est loin quand même de faire l'unanimité parmi les spécialistes parce que les plaquettes sont entièrement recouvertes d'un inextricable fouillis de traits. Quoi qu'il en soit, ces scènes ont été taxées d'érotisme, voire de pornographie par les premiers préhistoriens qui les ont observées. Mais je rappelle, c'est le 19e siècle. Mais cette vision reflète plutôt des fantasmes de nos sociétés modernes. La sexualité repose sur des normes multiples qui sont propres, bien sûr, à chaque groupe. La recherche du plaisir sexuel
est un moyen de resserrer les liens entre les individus tout en multipliant le nombre de fécondations et des naissances. Sauf que l'interprétation de toutes ces vulves et des quelques figures masculines en érection n'est pas simple, et tout a été suggéré. Signes de désir, pratiques sexuelles débridées, images érotiques adressées aux hommes, etc., etc. On a même retrouvé, j'en ai fait mention dans un café histoire sur Twitch un jeudi soir, un sextoy préhistorique. C'est-à-dire, vous l'avez compris, que le plaisir n'est pas oublié et qu'il est déjà important. En l'absence de données archéologiques directes, la sexualité des hommes et des femmes de la préhistoire est mal connue. L'étude des représentations anthropomorphes dans l'art paléolithique nous apporte, c'est vrai, des indices pour comprendre quelle place occupe la sexualité dans la vie de nos ancêtres. Le panneau central de la galerie des animaux de la grotte Fronsac en Dordogne exhibe, lui, un grand phallus de 60 cm de long, sculpté en relief, s'il vous plaît. Il est entouré de représentations animales, un bison, 4 chevaux, d'une grille, d'une petite silhouette féminine schématique et de 2 vulves quand même. On retrouve des phallus sculptés à l'extrémité d'une pendeloque ou sur des bâtons percés ou en bois de renne. On ignore quelle était la fonction de ces objets, est-ce que c'était encore une fois des parures, des objets rituels qui étaient liés à la reproduction. De forme phallique, la pointe d'une sagaie était introduite dans le trou du bâton et ce procédé n'est évidemment pas sans évoquer la pénétration pendant l'acte sexuel, bien sûr. Je ne pensais pas avoir un jour à raconter tout ça. Certains préhistoriens en déduisent une analogie entre la vulve et la blessure de l'animal chassé et entre le phallus et l'arme perforante, la sagaie. Ça suggère une relation symbolique, encore une fois, entre la chasse et l'acte sexuel. Ce qui est certain, c'est que la femme, encore une fois, est au centre de cet art paléolithique érotique. Évoquons une gravure de l'ensemble mégalithique mésolithique de Göbekli Tepe, occupé entre 9700 et 6400 avant notre ère. J'ai déjà eu l'occasion de le montrer, là encore une fois, sur Twitch le jeudi soir. Venez nombreux, parce qu'on voit des images, c'est l'avantage du direct et en vidéo. Eh bien, cette gravure représente une femme nue, les seins tombants, accroupie, les bras et les jambes écartés et pliés à angle droit, laissant entrevoir les grandes lèvres hypertrophiées de la vulve. Encore une fois, je ne pensais pas avoir à raconter ce genre de choses dans cette émission. Les esprits échauffés y voient forcément une invitation au coït et parlent de la première image érotique censée évoquer les plaisirs procurés à la vue et autres sens par le corps féminin. Pour eux, cette gravure représente l'idéal convoité offert au désir des hommes. À les en croire, les statuettes féminines ne seraient du coup que l'expression des besoins et des désirs des hommes préhistoriques. On est là plutôt dans le reflet des mentalités des sociétés du 19e siècle, où la femme est soumise à l'homme et devient entre ses mains puissantes un simple objet. Toutes ces représentations de vulve, de phallus et d'accouplement ne sont absolument pas cachées, mais au contraire exposées à la vue de tous. Ça suggère que nos ancêtres avaient une perception du sexe totalement différente de la nôtre, les vénards. Pour eux, c'est un acte naturel, sans tabou. Certains préhistoriens actuels énoncent l'hypothèse que ces signes témoignent de la prise de conscience, tout simplement, du lien entre la procréation et l'acte sexuel qui semble apparaître à l'époque des Magdaléniens. Ce qui n'est pas évident à la base. C'est en effet à cette période que les phallus apparaissent sur les parois associées aux vulves. Et ça montrerait que les paléolithiques ont compris que les deux sexes sont complémentaires et nécessaires pour la création d'un nouvel être humain. Il faut savoir qu'avant, la naissance de l'enfant a lieu 9 mois après l'acte sexuel et ça aurait plutôt été perçu comme une reproduction, on va dire monoparentale, magique, faisant intervenir des forces surnaturelles. La femme semble être un être supérieur capable de donner seule la vie, si vous voulez. Ces dessins et gravures à connotation sexuelle invitent tout simplement à s'interroger sur les relations entre les hommes et les femmes préhistoriques. S'il est possible de supposer l'existence d'unions durables, par contre, aucune preuve archéologique ne permet, encore une fois, de l'affirmer. Mais une chose est sûre, le mode de vie nomade des groupes de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique ne permet pas des unions polygames qui engendreraient trop d'enfants. Ces petits groupes ne devaient comprendre qu'un petit nombre d'individus, plus commodes pour effectuer de nombreuses distances en un laps de temps réduit.
Et du coup, il est possible d'imaginer que la femme, celle qui donne la vie et qui garantit la survie du clan, était aimée et respectée. L'évolution humaine a entraîné des modifications physiques et comportementales, ce qui a eu un impact sur la manière d'envisager les unions charnelles. La bipédie a rendu invisibles les signes de l'œstrus, c'est-à-dire la période de rut. Il n'y avait alors plus de marqueurs extérieurs susceptibles de stimuler la sexualité. La station debout entraîne l'apparition de signes secondaires, comme des changements de comportement, une légère modification de l'acidité de la peau et donc de l'odeur, ou un renflement de la poitrine ou de la bouche. Ces signes sont perçus évidemment par l'individu masculin. Je dis évidemment parce que là on est presque dans les phéromones, même si on sait aujourd'hui que les humains n'en ont pas, mais en tout cas aujourd'hui, mais à l'époque peut-être, mais en tout cas voilà, l'individu masculin, le mâle, perçoit ces changements, ces signes-là. De la même manière, les seins des femmes, à présent exposés en permanence au regard des mâles, quand elles étaient à quatre pattes, on ne les voyait pas, là, ils les voient forcément, eh bien, se sont gonflés par l'ajout d'une importante masse de graisse. Encore une fois, c'est l'effet de la gravité. Ils ont alors acquis un fort pouvoir érotisant, venant s'ajouter à celui des fesses, déjà attractives pour nos ancêtres quadrupèdes. La femme devient alors mystérieuse. Elle acquiert une aura d'insaisissable reproductrice. La sexualité n'est donc plus uniquement pulsionnelle, elle répond plus à un calendrier imposé par les périodes de fécondité féminine. Les hommes du Paléolithique élaborent alors de nouvelles stratégies sociales. Naît alors la notion de plaisir sexuel et la représentation symbolique des organes génitaux. La sexualité est associée à la fertilité, capitale pour agrandir le groupe et renouveler les générations. Elle s'épanouit par le biais de gestes tendres qui manifestent l'affection et l'amour et qui renforcent les liens qui unissent deux amants. Ces gestes, importants dans la famille, se sont transmis jusqu'à aujourd'hui et fondent jusqu'à maintenant notre humanité. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2.